Tu as probablement vu au moins une scène de film rocambolesque avec des sables mouvants au cours de ta vie. Regarder une personne s'enfoncer peu à peu dans les sables peut susciter une anxiété tangible, ou même te procurer des sensations de type ASMR. Les films nous ont inculqué que tomber dans des sables mouvants, sans qu'on nous vienne en aide, était le plus souvent fatal, et se débattre ne fait qu'accélérer ce destin tragique. Ce mythe peut toutefois poser des problèmes dans la vie réelle, alors tâchons de le démontrer. En étudiant les sables mouvants, les chercheurs ont constaté qu'ils avaient tendance à s'épaissir avec le temps. Mais ils restent très sensibles aux mouvements, même les plus infimes. Et dans certaines conditions, les sables mouvants peuvent se liquéfier en un clin d'œil. Mais heureusement, une personne qui tente de nager hors des sables mouvants ne finira jamais par se noyer complètement. Les êtres humains ne sont tout simplement pas assez denses. Les sables mouvants sont essentiellement constitués d'eau mélangée à du sable fin et de l'argile. Et la densité du corps humain est environ 2 fois moindre. À moins d'être un super-héros fait d'un métal extrêmement lourd, il n'y a donc aucune raison de paniquer. Rappelle-toi juste que tu t'enfoncerais probablement jusqu'à la taille sans aller plus loin. Bien que tu ressentes une certaine tension dans ta poitrine, les sables mouvants te permettront bel et bien de flotter. Il peut être plus difficile de s'en sortir lorsque le sédiment sablonneux commence à se former. Dans un tel cas, la viscosité des sables mouvants augmentera et nécessitera une force plus importante. Mettons que tu viennes de mettre le pied dans un sable mouvant. Comment s'en extirper ? Tout d'abord, si tu portes un sac à dos ou quelque chose de lourd, débarrasse-toi immédiatement de ce fardeau. Il faut généralement 1 minute pour que la boue se liquéfie, alors tu peux essayer de faire quelques pas rapides en arrière. Mais si tu sens que tu es coincé, évite de faire de grands pas. Les personnages de films se mettent généralement à crier et leurs amis les tirent de toute leur force. Mais à vrai dire, ce n'est pas tellement sûr pour ton corps. Il suffit de remuer les jambes pour créer un espace entre ton corps et les sables mouvants. De cette façon, l'eau peut couler pour desserrer l'étreinte du sable. Il est important de le faire lentement et doucement. Et si tu t'enfonces jusqu'aux hanches ou plus profondément, penche-toi en arrière. De cette façon, tu auras plus de mal à couler. Continue à flotter sur le dos et tire doucement tes jambes hors du piège. Une fois qu'elles sont libérées, tu peux utiliser tes bras pour te propulser doucement vers l'arrière, comme si tu nageais. Lorsque tu te retrouves au bord des sables mouvants, roule prudemment jusqu'à la terre ferme. Il est également utile d'apporter un bâton de marche dans de pareilles zones à risque. Il te sera utile pour repérer les sables mouvants devant toi. Et si tu es déjà coincé, tu peux le placer horizontalement dans ton dos. Il créera un levier sur lequel tu pourras t'appuyer pour sortir en rampant. Par ailleurs, un objet ayant une densité plus élevée flottera quand même sur les sables mouvants. L'aluminium, par exemple, est presque 1,5 fois plus dense qu'ils ne le sont. Lorsque les chercheurs ont placé une boule d'aluminium au-dessus d'un récipient contenant des sables mouvants spécialement créés à cet effet, la boule est restée à la surface. Et lorsqu'ils ont commencé à secouer légèrement le récipient, la boule a continué à flotter. Ce n'est que lorsqu'ils l'ont secouée un peu plus fort qu'elle a coulé au fond. Donc, si tu as laissé tomber ton argent sur des sables mouvants et que tu veux le récupérer, contente-toi de le tirer très prudemment à l'aide de longues pinces et évite de toucher la boue elle-même. Ouf, nous voilà enfin sortis du piège de sable. Sauf qu'ici rampe un serpent effrayant et un autre grand mythe du cinéma. L'anaconda vert est l'un des plus gros serpents au monde, et les femelles sont généralement beaucoup plus grandes que les mâles. Mais l'anaconda de la série de films du même nom est censé mesurer plus de 12 mètres. C'est bien trop long, même pour cette créature extraordinaire. Dans la réalité, le plus grand anaconda jamais découvert mesurait près de 10 mètres pour un poids d'environ 400 kg. La longueur moyenne d'un anaconda femelle adulte varie entre 4 et 5 mètres. Les anacondas préfèrent vivre dans les marécages et les cours d'eau paisibles, principalement dans les forêts tropicales humides des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. L'anaconda vert appartient à la famille des serpents appelés constricteurs. Ceux-ci ne sont pas venimeux, ils enroulent leur corps autour de leur proie et l'enserrent en une ultime étreinte. Imaginons que tu refuses de faire un poutou à l'anaconda et que tu reprennes ta marche, lorsque soudain tu te fais mordre par un serpent venimeux. Tout le monde sait qu'il suffit de serrer les dents, d'aspirer le venin de la morsure et de continuer son chemin comme si de rien n'était, n'est-ce pas ? C'est complètement faux. Cette méthode à l'ancienne peut sembler héroïque, mais on sait aujourd'hui qu'elle fait plus de mal que de bien. Une morsure de serpent venimeux est en fait comparable à une injection mal pratiquée. Le venin ne reste pas dans une bulle sous la peau.
il pénètre directement dans le système lymphatique et il peut difficilement être éliminé en l'aspirant. Mais si l'on y parvient, on risque toujours de s'empoisonner. Même si techniquement l'ingestion de venin présente peu de danger, c'est toujours une mauvaise idée. Si tu as des plaies ouvertes ou des micro-coupures entre ta bouche et ton estomac, le venin peut encore pénétrer dans le sang et causer des dommages. Marcher n'est pas non plus une bonne idée. Il est recommandé de rester aussi immobile que possible pour ralentir la progression du venin dans le système lymphatique. Ne nettoie pas la zone de la morsure, les médecins pourront s'en servir pour identifier rapidement le type de serpent qui t'a mordu. N'essaie pas non plus de changer de vêtements, car tout mouvement inutile pourrait accélérer le passage du venin dans la circulation sanguine. Tu es arrivé à l'hôpital juste à temps et les médecins t'ont tiré d'affaire. Mais hélas, ton ennemi juré t'attend juste au coin de la rue. Il asperge son mouchoir de quelques gouttes de chloroforme, le place sur ton nez et rien ne se passe. Parce que nous ne sommes pas dans un film. Le chloroforme est présenté comme un outil bien pratique pour estourbir instantanément quelqu'un. Et ce, dans presque tous les films où il apparaît. Mais en réalité, cette substance n'agit pas si rapidement. Même à des doses très élevées, il faudrait au moins 5 minutes pour que le chloroforme commence à faire effet. Et quelques gouttes, telles qu'on nous les présente généralement à l'écran, ne sont pas vraiment considérées comme une dose de cheval. Au siècle dernier, les médecins de la vraie vie ont largement employé le chloroforme comme anesthésiant, mais il présentait de nombreux effets secondaires indésirables. Il est donc tombé en désuétude après la mise au point d'anesthésiques par inhalation, bien plus sûrs et bien plus rapides. Tu prends la fuite et tu te retrouves piégé dans une salle de stockage. Il n'y a pas de fenêtre, mais tu trouves une grille de ventilation. Tu n'es pas claustrophobe, tu peux donc facilement t'échapper par un conduit d'aération, n'est-ce pas? Eh bien non. Il est temps de démonter un autre mythe hollywoodien. Les conduits de ventilation peuvent s'avérer très étroits et tout aussi dangereux. Si tu parviens à t'y glisser, tu devrais faire face à une succession de filtres, aux pales d'un ventilateur et à toutes sortes d'obstacles. De plus, les arêtes métalliques à l'intérieur peuvent être très tranchantes, ce qui ne rend pas le trajet plus sûr. D'ailleurs, la plupart des conduits de ventilation ne sont pas conçus pour supporter le poids d'un être humain. Ils risquent donc de s'effondrer sous ton propre corps. L'ennemi te capture et t'emmène en avion. Pas le temps de tergiverser, sautons plutôt en parachute. Tu t'apprêtes à lancer un « Hasta la vista baby » bien senti à ton adversaire. Mais contrairement à ce que l'on voit dans certains films, dans la vraie vie, tu es incapable de crier lorsque tu es en chute libre. Il est impossible de s'exprimer oralement lorsque des vents à 200 km/h te frappent de plein fouet. C'est pourquoi les parachutistes communiquent par des signes de la main et une variété d'expressions faciales. Tu atterris et tu te retrouves dans le Londres médiéval. Mais pourquoi tous ces gens ont l'air si propres? À cause des films, nous sommes nombreux à imaginer que nos ancêtres du Moyen-Âge étaient crasseux et sentaient très mauvais. Le mythe voudrait que seuls les riches prenaient des bains, et encore qu'ils ne le faisaient que 2 ou 3 fois par an. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Les odeurs corporelles étaient associées au péché. On attendait donc des gens qu'ils fassent de leur mieux pour rester propres, et ce, quelle que soit leur richesse. Les riches bourgeois pouvaient se permettre de barboter dans des baignoires d'eau chaude, tandis que les classes laborieuses se lavaient avec des chiffons trempés. Par ailleurs, les saunas et les bains publics étaient très répandus au Moyen-Âge, et ils étaient tout aussi populaires parmi les gens du peuple. On s'y rendait tant pour des raisons d'hygiène que de socialisation, comme à l'époque des anciens termes romains. La ville de Bath, en Angleterre, était l'une des destinations les plus prisées. On accourait de tous les coins du pays pour s'y rafraîchir et profiter de ces célèbres sources d'eau thermale.